Alors c'est une conférence qu'on organise l'URC, l'Union pour la reconstruction communiste et la Jeune Garde, deux organisations nationales qui sont présentes localement ici. Ça nous semblait important dans le contexte actuel d'organiser un événement sur cette thématique, puisque la Palestine fait l'actualité malheureuse, j'ai envie de dire, depuis maintenant un bon moment à cause de l'accentuation des crimes d'Israël à Gaza, en Cisjordanie. Et puis on voit aussi qu'en parallèle, c'est de plus en plus difficile d'en parler en France ou dans les pays impérialistes. Donc c'est nécessaire justement d'en parler. Plus ça devient difficile, plus c'est le signe qu'en fait on a besoin de s'expliquer, de savoir de quoi on parle, puisque vous le voyez, dès qu'on évoque ces questions-là, vient rapidement aussi la question de l'accusation d'antisémitisme, qu'on mélange avec l'antisionisme, etc. Donc notre objectif ce soir, c'était d'ouvrir un débat, commencer à en parler. C'est pour ça qu'on voulait le faire aussi au Galet, dans un endroit qui est accessible et un endroit où ça peut prendre du sens pour l'avenir. Voilà, je propose de laisser la parole à Jem pour la Jeune Garde, qui va se présenter et voir son point de vue de la situation. Bonsoir à toutes et tous. Du coup, moi, c'est Jem, je suis porte-parole de la Jeune Garde. Nous, la Jeune Garde, on est une organisation que vous connaissez peut-être, on est une organisation antifasciste. On existe dans différentes villes, que ce soit à Strasbourg, à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, à Aix-en-Provence, à Marseille, et à Lille aussi, c'est vrai, dans le Nord, chez toi. Et notre objectif, au départ, c'était de lutter contre l'extrême droite. C'est ce qu'on a fait, notamment à Strasbourg. On a lutté contre le bastion social, on a fait reculer l'extrême droite dans la rue. On s'organise dans la rue politiquement pour faire reculer l'extrême droite, que ce soit à l'Assemblée nationale, en essayant de faire reculer l'extrême droite, montrer l'arnaque que c'est, notamment en ayant envoyé un député à l'Assemblée nationale, ou encore dans la rue. Par exemple, là, le sujet, c'est la question de la Palestine et du Moyen-Orient. Il y a le comité Palestine qui est présent aujourd'hui ici, et l'année dernière, il y avait une milice d'extrême droite qui était venue attaquer justement une pizza party organisée par ce collectif-là. Nous, avec la Jeune Garde, ce qu'on essaye de faire, c'est justement s'organiser à l'autodéfense face à l'extrême droite, et c'est ce qu'on a fait avec les étudiants. On avait fait des formations d'autodéfense 2 jours avant, et heureusement qu'on les fait, ça nous a permis de repousser l'extrême droite ce jour-là. Et il y a autre chose qui est extrêmement important pour notre organisation, c'est l'internationalisme. Nous, on analyse, pour nous, l'état du monde, l'extrême droite, le colonialisme, etc. C'est les faces d'une même pièce, c'est des choses qui sont liées avec le capitalisme. En France, lorsqu'il faut mater les mouvements sociaux, les mouvements antiracistes, les mouvements populaires, on essaye de mettre en avant l'extrême droite, que ce soit dans la rue, dans les institutions, justement pour mater tout le monde. Et à l'international, pareillement, on a les puissances occidentales, justement, qui essaient de s'imposer par la force, par le militarisme, et c'est des choses qu'on voit depuis bien longtemps. Et par exemple, je peux remonter assez loin, on peut parler notamment du congrès de Berlin qui a eu en 1878, où justement les puissances occidentales, les puissances capitalistes européennes se sont divisées le monde à l'époque. Se sont divisés le monde justement pour pas se faire la guerre. Effectivement, ça a pas fonctionné, ça a donné la Première Guerre mondiale, mais c'était l'objectif à l'époque. Ils se sont divisés le monde, ils se sont divisés l'Afrique, et voilà. Par la suite, à la fin de la Première Guerre mondiale, il restait un gâteau à dépeceler, et c'était le gâteau de l'homme malade qu'on appelait l'Empire ottoman à l'époque. Et justement, les gagnants de cette Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, ont divisé le Moyen-Orient, ont créé des protectorats un petit peu partout, et se sont imposés par la violence à ces peuples-là. Ils ont justement mis des protectorats. La France a eu des protectorats, que ce soit au Liban, en Syrie, l'Angleterre en Palestine, par exemple. Et ils ont construit des frontières totalement aléatoires, sans demander au peuple, et en exploitant totalement les ressources. Par la suite, ce qu'on constate, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a permis aussi la création d'un nouveau projet qui s'appelait le projet d'Israël.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Israël, c'est un pays, enfin, c'est un projet colonial qui naît en Occident, fait par des Occidentaux et qui n'a jamais été construit par des personnes au Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qui a été imposé au peuple palestinien. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que justement, c'est que le Moyen-Orient aujourd'hui, il est encore sous le joug de la domination occidentale. On l'a vu avec différentes guerres qu'il y a eu, notamment au Moyen-Orient, que ce soit en Irak, en Syrie. L'Occident, justement, s'impose par la force pour piller les ressources, que ce soit les ressources en gaz, les ressources en pétrole. Et dans l'histoire du Moyen-Orient, l'Occident s'appuie sur deux bases avancées qui sont Israël et la Turquie. Et la solution face à ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais pas être très long. Aujourd'hui, on est venu pour écouter Saïd et voir le manuel qui nous propose justement de résistance face à ce système-là. C'est justement de soutenir les peuples en lutte. On le voit aujourd'hui, l'État colonial israélien s'impose par la violence. C'est ce qu'il fait depuis 1948. Qui justement a spolié les Palestiniens de leurs terres, a créé des apatrides, a expulsé d'innombrables Palestiniens. Et justement, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est justement soutenir les peuples qui luttent à travers le Moyen-Orient, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il y a des résistances au Moyen-Orient, il y a des résistances en Palestine, il y a des résistances au Liban, il y a des résistances au Yémen, et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est soutenir cette résistance-là, parce que on peut pas se cacher derrière de bonnes paroles, derrière justement en Occident, dans notre confort, alors qu'il y a des peuples qui luttent tous les jours face à l'impérialisme, face au sionisme, et c'est ce qu'on doit porter ici. On doit porter la parole des peuples en lutte, du peuple palestinien. Et comment on peut le faire depuis la France? Justement, c'est quelque chose qu'on essaye de mener. C'est notamment en boycottant ceux qui soutiennent la politique, par exemple, coloniale d'Israël, en boycottant les marques comme Coca-Cola, Puma, qui ont soutenu Israël, ou aussi justement en organisant des manifestations, en bloquant des universités, en s'imposant politiquement, en luttant contre des jumelages politiques comme celui qui existe entre l'université de Strasbourg et une université israélienne, en luttant contre le jumelage qui existe entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan, et c'est comme ça qu'on peut agir. Et au-delà du boycott politique, il faut qu'on s'organise à passer à l'action, parce que par le passé, en fait, notre camp social et politique, comment il a lutté contre le colonialisme, l'impérialisme, c'est en soutenant directement les luttes. Par exemple, il y a une information qui est intéressante, c'est que Israël n'aurait pas pu mener sa guerre impérialiste contre le Liban sans l'envoi d'armes occidentales. C'est sur quoi nous, par exemple, on peut jouer. La CGT l'a fait pendant très longtemps. La CGT, pendant la guerre d'Algérie, le Parti communiste aussi, ont envoyé de l'argent au FLN, ont bloqué l'envoi d'armes, ils l'ont fait pour le Vietnam. C'est des choses que nous pouvons faire aujourd'hui aussi, en s'organisant syndicalement, politiquement, à faire reculer, à empêcher l'envoi d'armes, en empêchant aussi l'économie israélienne de prospérer. Je conclurai sur une phrase, en tout cas, de Thomas Sankara qui disait il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je représente, moi, à la tribune, l'Union pour la reconstruction communiste, l'URC. Comme l'Union pour la reconstruction communiste est une jeune organisation, puisqu'elle a été fondée en novembre 2024, je vais me permettre de vous retracer un petit historique de cette organisation qui est née de la fusion de deux organisations. L'Association nationale des communistes, ANC, et le Rassemblement communiste, RC. Du fait de la mutation sociale démocrate du PCF, un nombre important de militants l'ont quitté entre les années 90 et 2000.
et ont fondé des organisations en dehors du PCF. Ces deux organisations, ANC et RC, sont donc issues de ces départs du PCF. Si très vite des tentatives de rassemblement des forces communistes ont été tentées, elles n'ont pas abouti immédiatement. Mais le travail unitaire que nos deux organisations ont fait pour rassembler les communistes et se rapprocher l'une de l'autre nous ont permis effectivement d'entamer en novembre dernier cette fusion. Cette fusion est pour nous un moment important parce que il est à noter que c'est le premier rassemblement dans la famille communiste depuis 20 ans en France. Donc avec les choses qui évoluent dans notre pays aujourd'hui, on pense que l'existence d'un organe marxiste en France est absolument centrale. Le sujet d'aujourd'hui est la géopolitique en Palestine et au Moyen-Orient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que à la suite de l'attaque d'une grande ampleur de la résistance palestinienne le 7 octobre 2023, ça a ébranlé bien évidemment le sentiment de supériorité de l'État colonial israélien, mais ça a aussi entraîné une chape de plomb en France sur les militants antisionistes et anti-impérialistes, qui est presque sans précédent depuis la guerre d'Algérie. Des manifestations ont été empêchées, des militants ont été mis en garde à vue, des fois plusieurs jours, des fois des militants très âgés. Des militants ont été poursuivis pour apologie du terrorisme. Au moment où Israël perpétue son génocide en Palestine, l'État français s'abat sur ceux qui réclament la justice et le respect du droit international. On n'en est qu'à moitié surpris, puisque depuis 20 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France se fascise à grands pas. Le premier symptôme de cette fascisation est sans nul doute son islamophobie délirante et galopante. En 2004, s'appuyant sur un détournement manifeste de la laïcité, la France interdit le port du voile à l'école. En parallèle, et de façon cyclique et récurrente, on voit réapparaître des questions sur la présence du voile à l'université ou la présence des mamans voilées sur les sorties d'école. En 2021, la loi sur le séparatisme jette directement une suspicion sur l'ensemble des organisations ou des rassemblements de personnes musulmanes ou supposées telles. Les médias et les politiques reprennent en chœur la théorie sioniste de l'antisémitisme intrinsèquement musulman. L'objectif pour la bourgeoisie est très clair. Elle cherche à nous diviser entre présumés musulmans et présumés non musulmans. Le deuxième symptôme de cette fascisation de l'État français, c'est l'attaque de nos libertés. En 2014, la loi sur l'apologie du terrorisme, qui ne vise qu'à restreindre notre liberté d'expression, a été votée. Et comme c'est la bourgeoisie qui décide qui est terroriste et qui n'est pas terroriste, la loi de l'apologie du terrorisme permet d'attaquer les militants anti-impérialistes et anti-sionistes. De plus, le monde médiatico-politique assimile systématiquement l'antisémitisme et l'antisionisme, et de même, elle laisse déverser la haine islamophobe sur tous les plateaux de télé et sans aucun frein. L'objectif de la bourgeoisie française ici est bien la criminalisation de l'action politique, de l'action militante, et aussi de réduire le droit et les luttes sociales. Juste pour mémoire, il y a 400 syndicalistes qui sont poursuivis à l'heure actuelle suite aux mobilisations sur la retraite. On a des militants qui sont poursuivis aussi pour leur internationalisme, comme Jean-Paul Delescaux de la CGT du Nord, qui a été condamné pour apologie de terrorisme suite à un tract qui relatait simplement les événements du 7 octobre et qui dénonçait les actions criminelles d'Israël et rappelait que la guerre d'Israël contre les Palestiniens n'avait pas commencé le 7 octobre. On a aussi un autre camarade qui s'appelle Timothée Esprit, qui est aussi secrétaire CGT de la chimie et qui a été licencié pour avoir sur sa page privée Facebook soutenu une organisation comme le FPLP, qui est une organisation de résistance palestinienne.
En fait, pour nous faire taire, ils ont aussi l'arme de la dissolution, et c'est bien évidemment les associations de défense des musulmans qui ont été les premières victimes, avec en 2021 la dissolution du CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France. Mais aussi pour les résistants antisionistes, parce que le collectif Palestine vaincra, qui a été dissous en 2022, a été confirmé dans sa dissolution tout à fait récemment. Ça nous inquiète d'autant plus que en janvier 2025, Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est vanté d'avoir mis à l'étude la possibilité de la dissolution de la Jeune Garde. Ils vont essayer effectivement de nous faire taire par tous les moyens, et nous devons être solidaires entre nous pour pouvoir défendre nos outils de lutte et de mobilisation. Pour résumer, la bourgeoisie a créé un ennemi intérieur et extérieur, le musulman, supposé tel ou réel, et y a associé toute opposition sous l'accusation d'islamo-gauchisme. Cette fascisation trouve sa raison dans la crise profonde de l'État français, crise de l'impérialisme et de l'économie française. En effet, l'impérialisme français est en déclin partout, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou encore au Sénégal. Les pays d'Afrique s'émancipent du colonialisme français et de ses réseaux. Mais c'est aussi son déclin par rapport à l'impérialisme états-unien et le fait qu'il soit un impérialisme croupion à celui des États-Unis et à ses volontés sionistes. Mais s'il est de plus en plus faible, il est aussi de plus en plus agressif comme une bête malade. Il suffit de regarder son comportement avec l'Algérie ces derniers jours et la réactivation des mythes et des légendes coloniaux, de voir que la France est prête à la fuite en avant vers la guerre en Ukraine, plutôt que de renoncer à ses appétits impérialistes. La France s'enfonce dans une crise économique profonde, inflation, explosion des licenciements. Il faut suivre un petit peu ce qui se passe dans le monde industriel et c'est une véritable catastrophe, mais dans le monde commercial aussi, Auchan licencie énormément alors que les bénéfices sont records. Mais la propagande bourgeoise coupe à la serpe les faits et les analyses. C'est la raison pour laquelle, face à ces enjeux, nous devons nous munir d'une analyse pour nous permettre à la fois de comprendre, mais aussi d'agir sur notre monde pour le changer. Il est plus que temps de laisser la parole à notre intervenant. Saïd, c'est à toi. Je vais commencer par dire que j'en veux beaucoup à l'URC Strasbourg, parce que la date était prise depuis longtemps, et cette date, je ne voulais pas la changer, mais j'ai reçu la semaine dernière une invitation pour participer à l'enterrement de Nasrallah à Beyrouth. Ça m'a fait très drôle de dire non, mais c'était pas possible de changer la date. Je voudrais commencer par 3 préalables, avant d'aborder le cœur du sujet et répondre à la question de votre affiche. La première, c'est d'abord une pensée commune pour Georges Ibrahim Abdallah, qui vient encore, une nouvelle fois, d'être maintenu en prison. Il n'y a plus aucun doute sur son innocence. Il n'y a plus aucune raison juridique de le maintenir en prison. Il n'y a plus aucun obstacle pour qu'il sorte. Et les juges ont trouvé, sur pression bien entendu des pouvoirs politiques, ont rajouté quelque chose qui n'était jamais apparu auparavant, une nouvelle condition pour le libérer après 40 ans de prison. C'est qu'il paye, et qui est une condition d'humiliation, qui est une demande de soumission, qui est de lui demander de payer des dommages et intérêts aux États-Unis. Bien entendu, Georges a refusé, comme il l'a toujours dit. Et donc, on se prépare à vivre quelque chose qui est du type de l'affaire Dreyfus. C'est pour ça que le livre que j'avais consacré à Georges Ibrahim Abdallah s'appelait l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Je suis persuadé que dans quelques années, les historiens parleront de cet emprisonnement quasiment toute une vie, avec plein de vices de forme, avec des promesses d'État trahies, avec un avocat qui était un agent des services secrets français. Bref, on en parlera comme de l'affaire Dreyfus. Et pourtant, ça se passe en France, en 2025, sans que nous soyons des centaines de milliers dans la rue pour exiger sa libération. Le second préalable, c'est de bien prendre la mesure de la séquence actuelle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais très rapidement, juste une image. Avez-vous vu dans vos médias l'enterrement du leader du Hezbollah, Nasrallah? Rien. Vous savez avec combien de personnes à cet enterrement?
toutes confessions confondues, musulmans, chrétiens, athées, 1 500 000 personnes sur 6 millions d'habitants au Liban. Ça vous permet de prendre la mesure de l'état d'esprit après des mois et des mois de massacres israéliens. L'état d'esprit est à la lutte. Et ça sera mon troisième préalable, qui est un coup de téléphone un peu affolé d'un camarade du FPLP de Gaza, qui connaît bien la France, et qui me dit, ça c'était la semaine dernière, et dit aux camarades français qu'on n'est pas triste. On souffre de nos morts, mais les communiqués que je vois, les déclarations que je vois, c'est comme si on avait perdu. Nous sommes en combat, et nous n'avons pas besoin de Français qui pleurent. Nous demandons aux militants français de se battre contre leur État qui soutient Israël, et non pas de pleurer. Ça, nos pleurs, on pleure nous déjà. Ça suffit. Voilà les 3 préalables que je voulais donner, parce que je pense que ça indique bien l'importance de ne pas se contenter de l'émotion pour réagir à la question palestinienne. L'émotion est nécessaire à la révolte. L'émotion est nécessaire à l'action politique. Mais elle n'est jamais suffisante. Quelqu'un qui réagit dans l'émotion, et beaucoup de gens sur la Palestine continuent de réagir d'abord par l'émotion, quelqu'un qui réagit par l'émotion va pouvoir se mobiliser 3 semaines, 1 mois. Et dès que le drame se calme un petit peu, il va retourner à ses activités habituelles. Et c'est le drame du soutien au peuple palestinien depuis des années, où nous sommes capables d'être des dizaines de milliers au moment où il y a une séquence de massacre, et où 6 mois après, les organisations de soutien se rétrécissent à un noyau de militants et incapables de peser sur le rapport de force politique. Si on prend bien en compte ces dimensions-là, c'est la raison pour laquelle depuis longtemps j'ai travaillé sur une collection qui est une collection qui s'appelle Manuel stratégique. Pourquoi ? Parce que je pensais que nous étions dans une période dans laquelle il fallait réarmer théoriquement et idéologiquement les militants pour qu'ils puissent, dans leur action pratique, non pas se contenter d'agitation, mais d'être en mesure de former et former et former. Parce que sans la formation, nous aurons des mouvements forts à certains moments, mais pas des mouvements durables. Ça a donné naissance à un premier manuel en 2 tomes qui s'appelle Manuel stratégique de l'Afrique. Comme moi, vous regardez la télé. Comme moi, vous voyez que depuis maintenant 50 ans, on nous présente les guerres en Afrique comme étant des guerres tribales. Quasiment 3-4 guerres par an. La Libye, le Soudan, le Rwanda aujourd'hui, le Congo, et sans aucune explication. Et ces guerres présentées sans explication, ça donne quoi? Le développement de l'idée que, en réalité, ce sont des problèmes culturels, c'est des guerres tribales, des guerres ethniques, et donc on passe à côté de l'essentiel qui est la responsabilité de nos États, qui pour s'accaparer des matières premières, suscitent, provoquent, déclenchent ces guerres. Ça a donné naissance à un second manuel qui est, vous les trouverez sur la table tout à l'heure, là-bas, qui est le manuel stratégique de l'immigration. Là, j'en dirai pas beaucoup, il suffit d'écouter. Nous en sommes, en 2025, à un Premier ministre qui reprend ouvertement une thèse de l'extrême droite qui est la thèse de la submersion. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, là aussi, on ne peut pas se contenter de taxer un Rotaillot ou un Bayrou de raciste. Il faut expliquer à quoi sert le racisme, d'où il vient, et documents à l'appui. Et puis ce travail qui était entamé bien avant le drame que vient de vivre le peuple palestinien, qui visait à répondre à justement ce constat que je faisais de mobilisation importante au moment où il y a des massacres et de recul quelques mois après. Bien sûr, ce travail a été accéléré avec le drame que nous avons vécu cette année, et je peux vous avouer que j'avais aussi besoin de l'accélérer pour supporter ce drame aussi et pour me soigner. Alors, pour répondre à la question qui est celle du devenir et des perspectives en Palestine et au Moyen-Orient, je vais me contenter de reprendre 4 thèses parmi de très nombreuses autres qui sont développées dans ce travail. Autour de 4 questions. Première question,
Le génocide est-il étonnant ou faut-il nous étonner de notre étonnement? Seconde question, le soutien indéfectible des grandes puissances à Israël que l'on a vu pendant tout le génocide est-il surprenant? Troisième question, dans quelle séquence historique sommes-nous? C'est-à-dire que ce génocide, il nous dit quoi sur l'état du monde? Et quatrième question, à quoi faut-il s'attendre? Et ces 4 questions nous permettront de répondre à la question qui est posée ce soir. D'abord, sur la première thèse, est-ce qu'il faut s'étonner du génocide? Pour bien saisir pourquoi, bien entendu, il ne faut pas s'étonner, il faut rappeler quelques fondamentaux sur ce qu'est la colonisation. On ne peut pas se contenter, quand on est militant politique, de simplement dénoncer la colonisation. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire comprendre ces mécanismes. Toutes les colonisations sont réactionnaires. Dans les annales de l'histoire de l'humanité, nous ne connaissons aucun exemple de colonisation qui ait amené un progrès pour le peuple colonisé. Cela ne veut pas dire que toutes les colonisations sont du même type. Si elles sont toutes réactionnaires, elles ont des degrés et des impacts qui peuvent être différents en fonction des différents types. Très rapidement, je voudrais rappeler ce que l'on sait de tout cela et situer le sionisme dans ces différents types de colonisation. Un premier type de colonisation, qui est celui qu'ont connu par exemple les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, c'est ce que l'on peut appeler une colonisation d'exploitation. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de colons. Ce qui est important, c'est d'envoyer une armée, puisque l'objectif est là, d'exploiter les ressources et la main-d'œuvre de la colonie. C'est déjà quelque chose qui va détruire les modes de vie antérieurs, donc qui va détruire des cultures, qui va détruire des sociétés, mais il n'y a pas une masse de colons qui est envoyée. Second type de colonisation, plus destructrice, plus sauvage, la colonisation de peuplement. La colonisation de peuplement a la vocation à remplacer un peuple par un autre, a la vocation progressivement à peupler un territoire dans lequel un peuple existe déjà. C'est donc effectivement ce que, en Palestine, nous avons ça, le sionisme par définition, puisqu'il appelle les Juifs du monde entier à émigrer en Palestine. Par définition, le sionisme est une colonisation de peuplement. Si vous voulez des exemples de colonisation de peuplement, on en a de très nombreuses. Certaines ont réussi, d'autres ont échoué. Heureusement que toutes les colonisations de peuplement ne réussissent pas. Mais certaines réussissent. Aux USA, la création des USA, c'est une immigration de peuplement qui a réussi. L'Australie, c'est une immigration de peuplement qui a réussi. Des peuples entiers ont été génocidés, annihilés, détruits. Et donc il faut bien avoir en tête que une des lois qui ressort de tous les travaux sur la colonisation de peuplement, c'est que la colonisation de peuplement est tendanciellement génocidaire. Qu'est-ce que ça veut dire tendanciellement génocidaire? Ben, ça veut dire que la tendance est au génocide, mais que le génocide ne va pas forcément jusqu'à son terme, en fonction des résistances et en fonction du rapport de force international. Pour les USA et l'Australie, le rapport de force international n'a pas permis d'arrêter le génocide. Dans d'autres cas, le rapport de force a permis de l'arrêter. Nous sommes en France, je prendrai des exemples français. La colonisation de l'Algérie, c'est une colonisation de peuplement, avec une tendance génocidaire. Il suffit de regarder les chiffres. 1830, au moment où arrive l'armée française, 4 millions d'habitants en Algérie. En 1872, il reste 3 millions. 25% de la population a déjà été détruite. La Kanaki, encore plus marquée. 1800, 100 000 habitants en Kanaki. 1900, 25 000 habitants. Toute colonisation de peuplement est tendanciellement génocidaire et ce qui va permettre de l'arrêter ou non, c'est la résistance du peuple, c'est l'état du rapport de force. Et donc, on aura à se poser la question du rapport de force en Palestine. C'est ce rapport de force-là qui arrêtera le génocide et non pas le sionisme qui arrêtera le génocide. Troisième, donc le sionisme est bien entendu une colonisation de peuplement. Troisième forme de colonisation. Je crois, mais si vous trouvez d'autres sources, vous pourrez me l'indiquer. Je crois être le premier à lui avoir donné un nom et à l'aborder tel quel, qui est ce que je propose d'appeler la colonisation collective. C'est lorsqu'un État impérialiste n'est pas assez riche et puissant pour coloniser pour son propre compte et qu'il colonise pour le compte de toutes les puissances impérialistes. Ça a été le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. Ça a été le cas du Portugal. On le voit à un élément, qui est qui peut investir dans les colonies.
Un Allemand ne pouvait pas investir en Algérie, c'était chasse gardée du capital français. Par contre, en Angola, le Portugal a colonisé et vous aviez des capitaux états-uniens, des capitaux allemands, des capitaux français, etc. Autrement dit, c'était une colonisation pour le compte de l'ensemble du système impérialiste. On a eu la même chose avec le Congo. À la conférence de Berlin que tu as abordée, ils se sont partagés le monde. Je te donne le Maroc, tu me donnes le Cameroun, ça s'est passé comme ça. Hein. Et quand ils sont arrivés au Congo, impossible d'être d'accord. Le Congo était tellement riche qu'aucune des nations ne voulait le laisser. Que faire? Faire la guerre entre nous? La solution qui a été trouvée, c'est d'en faire une colonie du roi des Belges, pas une colonie de la Belgique, colonie du roi des Belges. Et il s'engageait à l'exploiter pour le compte de l'ensemble des États impérialistes. C'est important d'avoir ça en tête pour comprendre pourquoi autant d'États impérialistes soutiennent Israël. Israël est non seulement une colonisation de peuplement, mais c'est également une colonisation collective. Et de surcroît, il y a une spécificité que l'on ne trouve nulle part ailleurs, peut-être un peu en Afrique du Sud, avec la forme particulière qu'a pris la colonisation d'Afrique du Sud, c'est que ça n'est pas la colonisation par un État extérieur, c'est la création d'un État artificiel en 1948. Et donc, si on prend ces dimensions-là, eh bien, on se rend compte que le génocide n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est la logique même du sionisme qui conduit au génocide. C'est la logique même d'une colonisation de peuplement qui va conduire au génocide. Dès les débuts du sionisme, le slogan identitaire du sionisme, c'est une terre sans peuple, qui est un mensonge, il y avait un peuple palestinien, pour un peuple sans terre, qui est un autre mensonge, puisque les Juifs avaient des terres, puisqu'ils étaient allemands, anglais, et ils se sentaient d'ailleurs allemands, anglais, français, italiens, etc. Et dans tous les congrès sionistes, l'aspect le plus dur de ce travail, vous pourrez le feuilleter tout à l'heure, ça a été la relecture de l'ensemble des travaux des congrès sionistes mondiaux. Je peux vous assurer, et vous pourrez vérifier les sources, je peux vous assurer que le projet de déportation de l'ensemble du peuple palestinien sont débattus ouvertement dans les congrès sionistes mondiaux. Certains appellent à l'extermination, d'autres disant non, ça c'est exagéré, il faut déporter. Et le débat, il est entre déportation et extermination. Mais sur l'idée que le peuple palestinien doit être exproprié, eh bien, ça fait un quasi-consensus dans le mouvement sioniste. Ça n'est donc pas une affaire d'individus. Et tous ceux qui ont tendance aujourd'hui à expliquer la situation actuelle autour de la personnalité d'un Netanyahou se trompent parce qu'ils oublient la dimension systémique. C'est le projet sioniste en lui-même et la fonction sociale qu'il joue dans la région qui fait que le génocide peut être freiné, peut s'arrêter devant une campagne mondiale d'indignation, mais reprendra dès que les conditions permettront à l'État sioniste de le reprendre. Il faut en tirer les conclusions. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de sionisme de gauche, par définition. Ceux qui défendent aujourd'hui l'idée qu'il y aurait des sionistes de droite et des sionistes de gauche oublient juste une chose. C'est le même débat qu'à l'époque de la colonisation. Relisez par exemple les textes de la Ligue des droits de l'homme en 1930, où il disait « Non, les capitalistes français exagèrent en Algérie. Il faut une colonisation humanitaire. » Donc, ceux qui nous parlent de sionisme de gauche, c'est exactement la même logique que ceux qui nous parlaient d'une colonisation humanitaire. Autrement dit, on peut exproprier proprement un peuple. On peut exproprier démocratiquement un peuple. On peut maintenir l'exploitation en lui donnant des formes qui seraient acceptables. C'est une logique qui ne fonctionne pas. Il faut relire les textes de Frantz Fanon, et en particulier un magnifique texte de Frantz Fanon qui s'adressait à la gauche française, et ça s'appelle Adresse aux démocrates, et qui leur dit, parce que la gauche française hésitait à soutenir les indépendantistes algériens en disant « mais quand même, votre forme de lutte, elle est violente ». Et il leur répondait à cela, et il leur répondait justement « on est pour la colonisation ou on est contre ». Il n'y a pas d'autre position possible. C'est exactement la même chose avec le sionisme. Bien entendu, ça veut dire que le génocide, il faut l'entendre dans son sens plein du terme, et non simplement dans le fait de tuer physiquement le peuple. Le sionisme a une ambition de faire disparaître, d'effacer la question palestinienne. Sinon,
à côté de ce que nous avons vécu toute l'année, vous avez aussi, sur la longue durée, des campagnes d'effacement du peuple. Pourquoi un État attacherait-il autant d'importance, depuis près de 20 ans, à changer le nom de la moindre butte de terre, du moindre ruisseau, pour lui donner un nom hébreu? Il s'agit d'effacer l'idée même de Palestine. Quand en 48, on a volontairement, par la violence, fait fuir les Palestiniens vers le Liban et vers la Jordanie, le premier ministre israélien disait « Notre grand espoir, c'est que les enfants de ces Palestiniens qui ont fui auront oublié qu'ils sont Palestiniens, seront devenus Jordaniens, seront devenus Égyptiens, seront devenus Libanais. » Ça n'a pas marché pour une raison toute simple, c'est que la résistance palestinienne a très bien compris et a fait des camps un lieu d'éducation, un lieu de culture, un lieu de transmission. Vous connaissez le symbole de la clé qui est transmis des parents aux enfants. C'était bien ça, c'est-à-dire que le peuple palestinien a très bien compris qu'on voulait détruire son identité pour le faire disparaître. Vous avez la même chose sur la cuisine, où le moindre plat palestinien est aujourd'hui l'objet d'une campagne pour dire que c'est un plat hébreu. Tout cela n'est pas simplement des anecdotes. Ça indique qu'il y a bien un processus de génocide qui va du physique au symbolique en passant par toutes les formes possibles et imaginables. Abordons la seconde thèse maintenant. Pourquoi y a-t-il un soutien aussi important à l'État d'Israël? Pour bien saisir cela, il faut recontextualiser historiquement le projet sioniste. Les débuts du mouvement sioniste sont une réaction, donc là je parle de la fin du 19e et du milieu du 19e, et non pas du 20e siècle, donc on est bien loin. Les débuts du mouvement sioniste sont des réactions au développement de l'antisémitisme ici, en Europe. C'est l'idée auprès d'une extrême minorité qu'il n'y a pas possibilité de faire cesser l'antisémitisme ici, et donc qu'il faut partir. C'est une position extrêmement minoritaire. Elle ne recueille, et vous avez les documents et vous avez les chiffres, elle ne recueille quasiment aucun suffrage du côté des mouvements juifs. Les collectes de fonds pour acheter des terres en Palestine, je donne les chiffres à l'intérieur, c'est un échec complet. Très vite, le mouvement sioniste va donc s'orienter dans une direction, dès le premier congrès sioniste mondial, qui est « il faut trouver un parrain, une grande puissance qui nous parraine ». Sans l'accord d'une grande puissance qui nous parraine, le projet sioniste devient impossible. Autrement dit, l'idée d'une alliance entre sionisme et impérialisme n'est pas quelque chose qui est venu après, c'est quelque chose qui est au fondement, au moment où se fonde le mouvement, le mouvement sioniste. Pour ce faire, il va se définir lui-même comme étant un morceau de la grande vague de civilisation des sauvages qu'est la colonisation. Les textes sionistes parlent de mission civilisatrice. Ils vont voir les grandes puissances en leur disant « nous allons être un outil pour vous pour aller civiliser ces sauvages ». Ils se présentent comme étant un élément de la grande vague coloniale française et anglaise de l'époque, puisque c'est les deux pays qui vont être les plus actifs en matière de colonisation. Et donc ils vont essayer de se vendre comme nécessaire au projet colonial. Ils vont également être très actifs dans la recherche des parrains. Ils vont donc faire le tour des grandes puissances. Là aussi, vous avez dans les livres et les documents d'époque, etc. Ils vont voir, par exemple, l'Empire ottoman. Et le sultan a failli passer un accord avec eux. Tous ceux qui ont des illusions, qui se posent encore la question, mais que font les pays arabes? Non, il y a pas de solidarité spontanée. C'est des intérêts qui sont en jeu. Le sultan ottoman a failli passer un accord avec les sionistes, puisque les sionistes lui proposaient quoi? De lui payer toutes ses dettes, parce que l'Empire ottoman était endetté, en échange de l'autorisation d'immigration en Palestine. C'est d'ailleurs de là que datent les premiers moments de résistance palestinienne. Ça n'est pas en 48, ça n'est pas au moment du mandat britannique, c'est dès l'Empire ottoman où on a les premières manifestations, les premières pétitions pour demander au sultan, surtout, n'autorisez pas l'immigration juive en Palestine. Ça s'appelle, et dans des termes qui sont très contemporains, il parle du sionisme, il parle de colonisation de peuplement. Les premiers documents palestiniens sont des documents anti-impérialistes qui ont très bien compris l'enjeu qui se jouait.
Cela va être une réussite. La première résistance palestinienne va déboucher sur un décret du sultan, ça s'appelle pas décret, hein, c'est un autre terme dans l'Empire ottoman, sur donc une loi qui va être votée par le sultan, qui va autoriser, c'est une très belle réponse, hein, qui va autoriser les Juifs persécutés à émigrer dans tout l'Empire, sauf en Palestine. Bien entendu, ça ne les intéressait pas. Et bien entendu, il n'y aura pas d'immigration juive dans le reste de l'Empire ottoman. Ce qui les intéressait, c'était bien entendu la Palestine. Ils vont aller voir également le tsar de Russie. Et c'est très intéressant. Qui est le tsar de Russie à l'époque? Un antisémite ouvert, qui le dit, qui l'écrit, qui justifie les pogroms. Autrement dit, dès sa naissance, le mouvement sioniste s'allie avec des antisémites, en tout cas tente de s'allier avec des antisémites. C'est dire que ça n'a rien à voir avec la question de l'antisémitisme, que ça n'a rien à voir avec la question de défense des Juifs. Ça va se reproduire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Autre événement qui nous est tu par nos médias. Vous savez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement sioniste passe un accord avec les nazis. Il passe un accord qui est un accord pour faire exploser, c'est très proche de ce qu'on vit aujourd'hui, pour faire exploser quelque chose qui l'inquiète beaucoup, qui est le boycott qui est appelé par l'ensemble des organisations juives mondiales face à l'antisémitisme d'Hitler et aux actes antisémites. Les mouvements religieux juifs, les mouvements démocratiques juifs appellent au boycott de l'Allemagne nazie en disant n'achetez pas de produits allemands. Je donne les chiffres, ça commence à marcher. Comme d'ailleurs aujourd'hui, le boycott marche pour Israël. Hein. Il y a des effets immédiats. Ça commence à marcher. On voit les Allemands s'inquiéter des difficultés qu'ils ont au niveau du commerce international. Et ils signent des accords qui s'appellent les accords de la Havara. On a les documents, mais les médias n'en parlent jamais. On a les documents qui sont signés. La presse sioniste est la seule presse juive qui paraît pendant tout le pouvoir de Hitler. Pendant tout le Reich, la presse sioniste continue à sortir. Tous les autres journaux juifs sont interdits. Les autres militants juifs, d'autres qui ne sont pas sionistes, sont dans les camps de concentration. Bref, on a là, au moment de la naissance du mouvement sioniste, on a une recherche d'alliance à tout prix, y compris avec des antisémites. Ce qui est proposé au tsar de Russie, c'est « je vous débarrasse de vos juifs, en échange, aidez-nous à obtenir une terre en Palestine ». On va bien entendu voir l'Angleterre, on va voir la France, tous ces dimensions-là, on a des traces diplomatiques, donc on voit bien toutes ces démarches. Mais ça n'intéresse pas les grandes puissances de l'époque. Elles estiment encore qu'elles peuvent se passer de ce type d'État. Elles n'en ont pas besoin, leurs armées sont présentes au Moyen-Orient. L'Angleterre estime qu'elle peut très bien maîtriser elle-même l'ensemble de la région. Ça va changer quand? Qu'est-ce qui va amener le changement de position des grandes puissances et pour soutenir le mouvement sioniste dans son projet de création d'un État artificiel? Eh bien, ça va être la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui commence, là aussi, on nous le rappelle que très rarement, qui commence par une défaite des Anglo-Français. La défaite des Dardanelles. Le sort de la guerre a failli être exactement l'inverse que celui que l'histoire a retenu. Ça commence par une défaite flagrante et on a les documents du Foreign Office, on a les documents du ministère des Affaires étrangères sur comment ils ont réagi à la défaite des Dardanelles. Ils réagissent en disant « nous devons obtenir deux choses pour changer le rapport de force avec le camp adverse. Un, nous devons obtenir que les Arabes se révoltent contre l'Empire ottoman qui était avec l'Allemagne. Et donc on va promettre au shérif de la Mecque, Hussein, on va lui promettre la création d'un État arabe uni s'il y a révolte arabe. Et il y a révolte arabe. En 1916, les Allemands sont confrontés à une révolte et les Ottomans à une révolte générale en Palestine, en Syrie, en Irak, en Égypte. Et ça affaiblit beaucoup le camp qui va être défait au cours de la Première Guerre mondiale. Mais c'est pas suffisant. Dans le même temps, on débat de l'idée de faire de la nécessité de convaincre les USA d'entrer en guerre. Vous le savez comme moi, ils sont entrés très tardivement en guerre. Or, les USA sont le seul pays dans lequel le mouvement sioniste a un impact politique. Et on a les preuves, on a des documents, là aussi, sur les deals qu'il y a eu avec le mouvement sioniste, qui était de dire, si vous agissez pour que les USA entrent en guerre contre l'Allemagne, eh bien, nous soutiendrons votre projet de création d'un État. La déclaration Balfour apparaît en pleine Première Guerre
mondiale. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Elle apparaît comme gage donné au mouvement sioniste pour qu'ils agissent pour que les USA entrent en guerre, et ils le font, et ils réussissent. Les USA entrent en guerre, et ça change le cours de la guerre. Ce qui est moins connu, c'est que la même démarche est faite, parce que Balfour, ça commence à être connu, c'est la déclaration Balfour, qui promet cet État sioniste, que euphémiquement on va appeler foyer national juif, mais là aussi c'était, les leaders sionistes disent ouvertement, n'utilisons pas le terme de création d'un État, ça va provoquer de la révolte. Utilisons foyer national juif. Entre nous, nous savons de quoi nous parlons. Mais la France est entièrement dans la même logique. 6 mois avant Balfour, il y a une déclaration du ministre Combon, représentant des affaires étrangères françaises, qui promet exactement les mêmes choses au mouvement sioniste mondial, c'est-à-dire le soutien à la création d'un foyer national juif en Palestine. Le comble du cynisme, au même moment où on promet la même terre aux Arabes s'ils se révoltent, au mouvement sioniste s'ils obtiennent l'entrée en guerre des USA, au même moment, France et Angleterre signent les accords de Sykes-Picot qui se partagent toute la région. Donc, on a promis à 2 acteurs quelque chose qu'on ne voulait pas tenir, qu'on voulait se garder pour soi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout ça? Eh bien, pour répondre à pourquoi les grandes puissances sont aussi intéressées par cette région, il faut prendre en compte l'enjeu particulier de cette région. Alors, je voudrais rappeler quelques banalités que généralement on connaît, mais qu'on a tendance à oublier et qu'on ne relie pas aux faits d'actualité, alors qu'il faut bien entendu les relier. D'abord, une banalité géographique. Il n'y a pas beaucoup de régions du monde qui soient à l'intersection de 3 continents, à l'intersection de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Ce qui fait de cette région ce que j'appelle un nœud stratégique. Et cela depuis très longtemps. Allez, rappelons des souvenirs anciens. Rappelez-vous vos cours en primaire. Les croisades. Vous vous souvenez des croisades? On vous a expliqué que c'était des motifs religieux. Allez regarder les circuits commerciaux de l'époque. Et vous comprendrez que déjà à cette époque-là, la maîtrise de cette région était une maîtrise qui donnait un poids énorme pour la puissance qui pouvait l'avoir. Autrement dit, on est là, dans cette région-là, dans un nœud stratégique. Il y en a d'autres, et c'est là que se déclenchent, généralement, des dimensions de guerre qui peuvent devenir des guerres générales. Vous en avez un autre en mer de Chine, et vous comprendrez la confrontation avec la Chine et en quoi une guerre mondiale peut éclater dans cette région-là. Cela donne à cette région une place particulière. Remontons dans le temps et arrivons maintenant à l'époque où le monde est partagé essentiellement et dominé essentiellement par 2 grandes puissances, la France et l'Angleterre. Cette région, elle est où? Pour l'Angleterre, par exemple, qui est la puissance hégémonique, la puissance la plus importante. Elle est sur ce que les Anglais appellent la route des Indes, la route qui permet de relier Bombay, les Indes, la colonie indienne, dont je vous rappelle, puisque l'URC est un mouvement marxiste-léniniste, je vous rappelle que Marx disait que jamais l'Angleterre n'aurait pu s'industrialiser comme elle l'a fait sans l'Inde, que jamais elle aurait pu prendre la première place de puissance mondiale sans l'exploitation du peuple indien. Et où est le Moyen-Orient? C'est un passage incontournable entre la colonie anglaise et l'Angleterre. Vous rajoutez le percement du canal de Suez, qui fait passer le circuit de marchandises de 4 mois à 40 jours. Et vous comprendrez l'enjeu du contrôle de cette région. Et là, vous avez toute une série de déclarations de l'époque et d'analyses du ministère des Affaires étrangères anglais, mais également du mouvement sioniste disant « Si on a un État là, on pourra contrôler le canal de Suez. » Et le canal de Suez est un espace stratégique essentiel, puisqu'on a même eu une des dernières expéditions coloniales directes avec la France, l'Angleterre et Israël en 1956, avec l'agression contre l'Égypte. Remontons et arrivons à la découverte du pétrole dans l'entre-deux-guerres. On constate que cette région est une des régions essentielles en termes de ressources et de réserves. Le pétrole qui apparaît très vite, dès la Première Guerre mondiale, mais surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale, comme étant un enjeu, une énergie essentielle. Ayez en tête les images des chars de Rommel bloqués par manque d'essence. On a bien, autour de cette découverte, l'idée que les puissances qui dominent les ressources de pétrole sont des puissances qui domineront le monde. Remontons encore et ajoutons la situation après 1945, et vous comprendrez pourquoi le parrain britannique va céder la place au parrain états-unien
en 1945, prenait en compte la situation de guerre froide, dans laquelle la stratégie est de contenir l'Union soviétique et d'entourer l'Union soviétique. Mais comment entourer l'Union soviétique à l'époque? Eh bien, la maîtrise de la région est nécessaire. De surcroît, les ressources pétrolières de l'Union soviétique ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Les puits de Bakou ne fonctionnent plus. Et il faudra plusieurs années pour reconstruire ces puits. L'idée de contrôler la région, de contrôler l'Iran, de contrôler toutes les ressources, enfin tous les pays vis-à-vis desquels on pourrait avoir une importation de pétrole par les soviétiques, fait partie. Et donc le contrôle de la région est encore plus important. Et remontons jusqu'à aujourd'hui et regardons les plans que les Chinois ont rendus publics sur leur grand projet de grande route de la soie. Le Moyen-Orient est un passage incontournable, logiquement, puisqu'il relie 3 continents, de ce grand projet d'infrastructure et de ce grand projet chinois des routes de la soie. Si on prend en compte ces dimensions-là, on s'aperçoit que hier comme aujourd'hui, le contrôle de cette région est un élément qui est incontournable pour les puissances qui veulent dominer le monde. Il faudra attendre qu'un jour nous ayons un monde de paix pour que cette place-là ne soit pas l'objet d'un contrôle par la violence, etc. Mais tant que c'est le profit qui domine le monde, tant qu'il y a des puissances qui veulent maintenir des dimensions d'exploitation, le contrôle de cette région est important. Et nous devons donc en tirer les conclusions, qui sont des conclusions dures à tirer, mais sur lesquelles il faut être lucide. Moi, je suis un matérialiste. Je ne vais pas, pour me rassurer, ne pas regarder la réalité jusqu'au bout. Le peuple palestinien ne se bat pas que contre l'État d'Israël. Il se bat contre l'ensemble du système impérialiste mondial. C'est ce qui fait le drame du peuple palestinien et sa grandeur. Mais ça nous donne aussi des responsabilités. Et c'est sans doute ça qu'il faudra qu'on ait en tête, en quoi nous sommes responsables aussi de la situation, puisque nous vivons dans un pays qui soutient cet État vassal qu'est l'État d'Israël, puisqu'il est au service des autres puissances impérialistes. Le reste explique l'histoire que nous avons connue en Palestine. Très rapidement, nous avons connu quoi? Nous avons connu une promesse privée. On envoie un texte à Rothschild. C'est un texte privé. Donc, une promesse privée entre 2 personnes. Seconde étape, le coup d'État de la Société des Nations. Société des Nations qui est financée par les grandes puissances qui la composent. Je vous rappelle que le Société des Nations, c'est pas les peuples du monde, puisque la plupart ils sont colonisés. Donc c'est les grandes puissances qui prennent la décision. Donc quand on parle de droit international, il faut toujours le situer historiquement. Hein. Qui va décider, première violation du droit international, ça va être d'introduire la déclaration Balfour, un texte privé, dans un texte de droit international. Et on va avoir ensuite, du début du mandat jusqu'en 1948, une étape dans laquelle le mandat britannique, et c'est dit tel quel dans les courriers privés entre la Grande-Bretagne et le mouvement sioniste, qui sont connus, qui sont publiés, mais qui ne sont malheureusement pas mis en avant, etc. C'est faire grandir, couver un État jusqu'à ce que la population juive soit majoritaire et à ce moment-là, faire voter un référendum d'autodétermination. C'est ça le projet du mandat. Et ça va effectivement être fait. Par exemple, lorsque les Palestiniens se révoltent en 1936, que fait le mandataire britannique? Il arme les milices sionistes d'armes modernes. Et les milices sionistes participent à la répression de la révolte arabe pour l'indépendance de la Palestine. Avec comme résultat, ce qui est très peu connu, que l'image, en 48, du petit David qui se révolte contre tous les Goliaths arabes réunis, quand même autant de pays arabes qui attaquent un pays, eh bien c'est une image qui est complètement déformée. En réalité, on a les chiffres. Le simple nombre de soldats des milices sionistes, qui sont en réalité une véritable armée, est supérieur à l'ensemble des armées arabes réunies. L'armement est plus moderne que l'armement des pays arabes. Donc on nous a présenté ça comme étant la défense d'un petit mouvement contre des pays arabes, alors qu'en réalité, on avait déjà créé une armée au sein du mandat britannique. On avait déjà créé un État au sein du mandat britannique. Bref, on a couvé cette émergence-là. Et les États-Unis, ça sera la 3e étape, les États-Unis vont également faire un coup d'État. Là aussi, c'est des faits historiques. Entre le premier vote à l'ONU, qui est un vote qui refuse le partage, c'est-à-dire que le projet sioniste est rejeté. 15 jours après, on fait revoter. Le projet sioniste est validé à 10 voix. Il faut aller regarder ces voix. Dans le livre, je donne le détail. Telle voix, combien d'habitants,
soit c'est des micro-États de quelques dizaines de milliers d'habitants complètement dépendants des États-Unis, soit c'est des États contre lesquels il y a eu des menaces des États-Unis. Bref, non seulement l'ONU de l'époque est pas représentative du monde puisque beaucoup de pays sont encore colonisés, mais en plus, même dans cet état-là, eh bien, il a fallu des pressions pour faire passer le projet sioniste. Donc, ne nous étonnons pas, et il faut qu'on en tire la conclusion, la France, comme les États-Unis, comme l'Union européenne en général, ne lâchera pas, quelle que soit l'ampleur du génocide. Ils ne lâcheront l'État d'Israël que le jour, et ça nous donne une sacrée responsabilité, où ils gagneront, où ils perdront plus à continuer de le soutenir qu'à arrêter de le soutenir. C'est ça la réalité. La question du peuple palestinien n'est pas une question extérieure, elle est une question qui nous engage nous directement, parce que cet État n'est pas viable, ne peut pas tenir sans le soutien de ces grandes puissances qui ont besoin de cet État pour contrôler la région. Et donc il faut créer une situation qui fasse que nos États, les États impérialistes, perdent plus à continuer de soutenir Israël qu'à chercher une autre solution. Vous comprendrez que ça, c'est un mouvement d'une ampleur beaucoup plus grande que celle qui est actuellement existante, même si on progresse et que ça avance. Troisième question, dans quelle séquence historique sommes-nous? Pour bien comprendre l'ampleur du génocide et pourquoi il arrive maintenant, il faut situer historiquement la question. Je pense que pour bien saisir la place particulière de la situation actuelle, il faut remonter à quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du capitalisme, qui va être la disparition de l'URSS, et avec elle, de tous les équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est structuré de manière bipolaire. C'est-à-dire que toutes les puissances du monde avaient un contrepoids, ne pouvaient pas se permettre ce qu'elles voulaient. Elles devaient tenir compte. Et quand je dis ça, c'est indépendamment des analyses que les uns et les autres pourraient faire sur ce qu'était l'URSS, etc. Chacune des puissances était contrainte de prendre en compte l'existence d'autres puissances. C'était également le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons jamais connu de situation depuis la naissance du capitalisme dans lequel une seule puissance domine le monde. Il suffit de regarder la confrontation anglo-française des débuts du capitalisme et comment, eh bien, chacune d'entre elles faisait des coups à l'autre, mais prenait en compte ce que l'autre faisait. Donc le monde était dans cette dualité anglo-française, et elle l'est devenue. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la guerre froide. Pour la première fois dans l'histoire de l'impérialisme et du capitalisme, nous nous retrouvons avec la fin de l'URSS, avec une puissance hégémonique quasi totale, unipolaire. Le monde est unipolaire. Les États-Unis ont une puissance de feu, une puissance économique, une puissance d'intervention qui leur permet d'agir comme ils le veulent, sans aucun contrepoids sérieux, pouvant rapidement réagir et freiner leur stratégie. Ils sont d'ailleurs conscients que c'est assez exceptionnel, que c'est même inattendu pour eux. Ils vont tenter de le théoriser. On va avoir, vous savez, aux États-Unis, quand la classe dominante a besoin de faire quelque chose, elle va donner de l'argent à ce qu'ils appellent les think tanks. Ce sont des groupes d'intellectuels qui se vendent. Et donc, on leur donne de l'argent, on leur demande, pondez-nous une théorie qui justifie ce que l'on fait. Voilà. Et ils le font. Et on va avoir une première théorie qui va sortir, qui est la théorie de la fin de l'histoire. Fukuyama. En gros, ok, tout n'est pas parfait dans le monde, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir. Donc, s'il vous plaît, que tout le monde arrête de vouloir aller plus loin, de chercher l'égalité, de chercher, c'est pas possible. Là, on a, ok, c'est pas le paradis, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir. Mais ça, c'est pas suffisant. Et donc, on va continuer à rechercher des idéologies de justification, et vous allez avoir la théorie du choc des civilisations, qui va être élaborée par Huntington. Cette théorie, elle a une histoire qui est assez extraordinaire. On ne connaît pas d'autres exemples dans lesquels un article, c'est un article de 12 pages, est jugé tellement intéressant par les dirigeants états-uniens qu'on demande à l'auteur de le transformer en bouquin. On lui dit, non mais va plus loin, développe, c'est bien ce qu'il y a là-dedans. Et qu'est-ce que nous dit cette théorie? Elle nous dit que désormais les guerres ne sont plus des guerres pour les ressources économiques. Ça, c'est du passé. Les guerres, c'est l'opposition de civilisations incompatibles les unes avec les autres. Et quelles sont les civilisations qui sont décrites à l'intérieur? La civilisation arabo-musulmane, la civilisation orthodoxe, la civilisation confucéenne. Ça ne vous rappelle rien? Arabo-musulmane,
la guerre d'Irak, guerre de Syrie, guerre du Soudan, etc. Orthodoxe, la guerre en Ukraine. Confucéenne, les confrontations avec la Chine. On a une théorie qui vient justifier toutes les oppositions dont a besoin l'impérialisme états-unien aujourd'hui. Et on va avoir des plans qui vont être déduits de cette théorie, qui sont ce que j'appelle des plans de chirurgie sociale. C'est quoi ces plans? On en a, ils fonctionnent sur la même logique. On a une dizaine qui ont été proposés au fur et à mesure du temps, de 2010 à aujourd'hui, qui sont des plans qui consistent à dire que les États actuels dans certaines régions du monde ne sont pas viables parce qu'ils sont pluriethniques et plurireligieux. Donc, il faut revenir à des États qui soient plus homogènes. Donc, des États ethniques ou des États avec une seule religion. En réalité, vous avez, et de là va découler ces plans, qui sont des plans de balkanisation d'un certain nombre d'États. Pour rester hégémoniste durablement, il faut couper en morceaux tous les États qui ont une taille géographique, des ressources suffisantes, et qui demain pourraient être en mesure de résister aux injonctions états-uniennes. La Libye est coupée en je ne sais pas combien de morceaux, le Soudan a été coupé en 2, la Syrie est aujourd'hui coupée en 3, vous pouvez faire la liste. On a une stratégie de balkanisation des États sur une base raciste, puisqu'il s'agit de créer des États ethniques ou des États sur une base religieuse. Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé si j'étais un marabout, parce que j'avais dit, les prochaines guerres, c'est cela. Mais en fait, j'avais fait que dire les pays qui étaient cités dans les documents officiels des États-Unis. Alors bien sûr, ils disent pas on va aller le couper en morceaux. Hein. Ils disent il y a un problème démocratique en Syrie et il faut absolument que nous nous en occupions. Alors ça veut dire la Syrie devient une cible. Et dans les pays qui sont dans ces plans, il y en a qu'un. Dans un des plans, il y a un des pays qui n'est pas encore touché, c'est l'Iran. Et dans un autre plan, il y en a encore un second, qui est l'Algérie. Bref, pour maintenir l'hégémonie états-unienne et empêcher toute naissance de concurrents, il y a cette idée de balkaniser l'ensemble de la région. Mais il y a une seconde idée également, qui est extrêmement intéressante au regard de ce que nous venons de vivre, mais aussi au regard de ce qu'a fait Trump lors de son premier mandat et aujourd'hui, qui est, sur la base de ces États balkanisés, il faut renforcer des États solides qui soient pro-occidentaux. Autrement dit, des sous-impérialismes. Autrement dit, renforcer partout une seule puissance par région. Et vous aurez effectivement Israël qui va être renforcé face à un éclatement du monde arabe, des différents pays arabes. L'idée d'avoir Israël comme gérant local, comme gérant puissant local. Vous avez en Afrique le Rwanda, et vous comprendrez pourquoi il y a guerre au Congo aujourd'hui. Bref, il y a cette idée d'avoir des gérants locaux qu'on va surarmer et qui vont permettre de gérer toute une région. Alors si je signale tout ça, c'est que ça nous aide à comprendre à quoi il faut s'attendre. Un des éléments que n'avaient pas prévu les États-Unis et que n'avaient pas prévu les grandes puissances, et ça explique leur colère d'aujourd'hui, c'est que face à ces plans-là, progressivement, va émerger une résistance anti-hégémonique qui va être très diverse, qui va être très hétéroclite, qui va être non unie. C'est pas quelque chose, on s'est pas mis dans un bureau pour passer une alliance, etc. On va avoir des résistances qui vont progressivement se cumuler. On va avoir en Amérique latine un certain nombre de pays qui vont créer l'ALBA et qui vont dire, bon, on pourra mieux résister aux pressions états-uniennes si on est à plusieurs que séparément. On va avoir la Chine qui, confrontée à des interdits états-uniens pour accéder à des ressources, va être plus offensive dans les accords qu'elle va signer avec un certain nombre de pays pour accéder aux matières premières. On va avoir la création des BRICS. On va avoir la Russie qui, pendant longtemps, a cru qu'on allait l'accepter à la table des grandes puissances. Je rappelle, elle a demandé d'adhérer à l'OTAN, la Russie, hein. Mais c'est quand elle s'est aperçue, et donc quand il y a eu la guerre de Libye, la Russie a approuvé, n'a rien fait. Et c'est quand elle s'est aperçue qu'en réalité le projet des États-Unis c'était aussi de balkaniser la Russie, qu'elle a changé de position et qu'elle est devenue un point d'appui pour un certain nombre d'autres pays. Bref, on a vu l'émergence d'un monde multipolaire qui est loin d'être un monde uni, mais qui est un monde qui a un point, et pas un petit point, d'accord, qui est l'anti-hégémonisme. Ils ont un élément d'intérêt commun, c'est que le fonctionnement des États-Unis est devenu un fonctionnement et de ses alliés, hein. Quand j'ai les États-Unis, c'est à chaque fois, mettez avec l'Union européenne, etc. C'est un fonctionnement parasite, d'où l'idée, pour tous ces pays, de progressivement passer d'une économie en dollars à une économie dans les monnaies locales, ce qui fait bien entendu extrêmement peur aux États-Unis. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle les États-Unis se retrouvaient à la fois
en situation de force et à la fois avec une réaction qui était en train de monter. Concernant la Palestine, cette situation particulière, elle créait un paradoxe, qui était que dans le même temps où la question palestinienne était de plus en plus isolée au niveau des alliés locaux, dans le même temps, elle pouvait avoir des alliances internationales plus fortes. Et ça va donner quoi? Ça va donner d'abord une tentative pour Israël de détruire complètement la résistance palestinienne. Et ça, on ne peut pas comprendre le 7 octobre si on ne prend pas en compte cela. J'y reviendrai juste après. Et secondo, ça va donner, ce que nous avons connu, qui est le génocide. D'abord sur le premier point. Sur le premier point, l'État d'Israël va très vite comprendre que l'isolement de la résistance palestinienne est l'élément qui permet de la battre. La résistance palestinienne, on ne peut pas la battre militairement si elle continue à être soutenue par un certain nombre d'alliés. Ça va donner quoi? Ça va donner une stratégie de long terme. On va passer un accord avec le roi de Jordanie, il y a très longtemps, plusieurs décennies, lui promettant la Cisjordanie en échange de l'éviction des Palestiniens de Cisjordanie. Ça va donner le massacre de Septembre Noir pour les plus anciens, vous vous en souvenez. C'était un véritable massacre des résistants palestiniens. Mais qui va aboutir à quoi? Au fait que les résistants palestiniens sont obligés de quitter la Jordanie et ne peuvent plus combattre à partir de la Jordanie. On va avoir la multiplication ensuite, juste après, des guerres contre le Liban, des soutiens à l'extrême droite libanaise. Pourquoi? Pour exactement les mêmes objectifs. Pousser les résistants palestiniens à quitter le Liban. Pour éviter un massacre du peuple libanais, les organisations de résistance palestiniennes décident de quitter le Liban. Ils vont à Alger, à Tunis, etc. Rappelez-vous ces images très tristes où on voit des centaines de résistants palestiniens embarqués dans des avions pour quitter le Liban. Et on ne peut plus résister à partir du Liban. Et ensuite, troisième étape, on va promettre des contrats, on va promettre des accords et on va donner de l'argent à un certain nombre de chefs d'État arabes en échange des accords d'Abraham, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'État d'Israël et de l'abandon de la question palestinienne. Nous en étions là le 6 octobre. Nous en étions là le 5 octobre. Nous en étions là le 4 octobre. C'est-à-dire une disparition de la question palestinienne des agendas mondiaux. C'est-à-dire l'oubli de la question palestinienne. C'est-à-dire l'enterrement de la question palestinienne. Et le 7 octobre est incompréhensible si on ne prend pas en compte cette dimension-là. Le 7 octobre est une opération militaire dont l'objectif était, 1, de montrer que l'État d'Israël n'était pas invincible, 2, de montrer que la résistance palestinienne n'avait pas disparu. Et si on doit faire une évaluation du 7 octobre, donc peut-être que s'il y a des RG, je serai emprisonné, mais c'est pas grave, vous me rapporterez des oranges. Si on doit faire l'évaluation du 7 octobre, c'est au regard de ces dimensions-là. Et c'est ce que nous disent les Palestiniens. C'est pour ça que j'ai commencé par l'anecdote. Quand ils nous disent, ne pleurez pas, on a besoin que vous vous battiez. Ils sont en train de dire, ils nous disent, mais on a gagné. Tous les buts de guerre de Netanyahou sont un échec. L'ampleur du génocide est à relier à l'ampleur du 7 octobre, à ce que ça a signifié. On a des déclarations de généraux israéliens qui nous indiquent que que ça s'étudiera dans les écoles de stratégie militaire pendant encore des années. C'est quoi les objectifs de guerre de Netanyahou face à cette attaque du 7 octobre? C'est il le dit, détruire le Hamas. Au passage, il limite le 7 octobre au Hamas. Alors c'est bien entendu, vous le savez, une opération militaire qui a été menée par 14 organisations de résistance qui vont du Hamas au djihad islamique en passant par le FPLP, le FDLP, c'est-à-dire toutes les tendances des marxistes aux islamistes, toutes font partie de l'opération du 7 octobre. Donc, détruire le Hamas. Le secrétaire d'État états-unien Blinken dit lui-même, le Hamas a recruté autant de militants que ce qu'il a perdu. Ce qui est une évidence. Pour qui connaît la colonisation, c'est une évidence. Que pense-t-il? Que l'adolescent qui a vu ce génocide va rentrer chez lui? Mais en Algérie, on a eu ça 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Et ça a donné quoi? Les gens rejoignaient la résistance. Vous la connaissez, la chanson de la résistance française? Ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. C'est une loi sociologique. Devant l'oppression, quand vous voyez cette situation-là, vous faites naître des combattants. Donc c'était un échec. Second objectif, créer une situation de désastre telle que les Palestiniens s'éloignent de leur organisation de résistance. Ça a été un échec complet également. Troisième objectif, amener les Palestiniens à quitter Gaza. Vous avez vu les images de retour de milliers de Palestiniens qui plantent leurs tentes dans des ruines? Mais cette image-là est une réponse
à cet objectif de guerre. Bref, on est dans une situation dans laquelle, à la fois, le rapport de force militaire est en faveur d'Israël, avec un soutien de Trump qui est total, et à la fois, on a un peuple palestinien qui a réussi à refaire parler de la question palestinienne, qui a réussi à la remettre sur le devant de la scène, qui a réussi à dépasser certaines divisions, pas toutes, mais certaines divisions. Et comme par hasard, ça s'est passé où, les réunions de la résistance palestinienne? Les 2 réunions d'unification, ça a été Moscou et Pékin. C'est pour cela que je parlais de l'évolution du monde. Voilà, c'est les 2 endroits qui ont accueilli l'ensemble des organisations de résistance pendant le génocide sur quelle unification de stratégie, qu'est-ce qu'on fait après. Et donc, on est dans cette situation particulière. Alors, à quoi s'attendre? Il faut vraiment qu'on se dise que le peuple palestinien ne peut pas ne pas continuer de résister. Jamais un peuple qui est dans une situation de domination décide d'arrêter de résister. Soit il ne peut plus, soit il continue de résister. C'est pour ça que je vous parlais aussi des obsèques au Liban. C'est pour cela que je vous parle du retour de ces Palestiniens. Ils ne sont pas revenus simplement installer leur tente. Vous avez vu les images. Ils sont revenus en chantant. Ils sont revenus en dansant. Ils sont revenus avec les drapeaux du Hamas, du FPLP, etc. C'était un retour politique. Alors, je pense pas qu'ils ont eu des réunions pour dire on va revenir avec des drapeaux, etc. Ça a été spontané. C'est-à-dire qu'ils ont senti cette signification-là. Donc, le peuple palestinien va continuer de résister. Mais nous savons aussi maintenant que le peuple palestinien, quel que soit son courage, quelle que soit sa volonté, quelle que soit son unité, donc je parle même, si on arrive à ce que les Palestiniens mous, qui ont tendance à collaborer, se radicalisent, etc., même dans ces situations-là, ne peuvent pas vaincre seuls, parce que Israël n'est pas leur seul ennemi. Israël est un outil d'un système impérialiste plus global. Et donc, ça pose la question de notre responsabilité. Soutenir la Palestine, c'est pas simplement soutenir une situation extérieure. C'est soutenir une situation dans laquelle nous sommes engagés. L'État français, par nos impôts, soutient l'État sioniste. Et donc, il s'agit du combat contre notre propre bourgeoisie lorsqu'on agit, et pas simplement d'un soutien extérieur. Et je terminerai en rappelant un fait historique, qui a une grande réunion qu'il faut vraiment étudier, qui s'appelle la tricontinentale, qui a été sans doute le moment où les peuples du monde ont été le plus loin dans la construction de la solidarité internationaliste. C'était en 66, c'était à La Havane. Les progressistes, révolutionnaires, anticoloniaux du monde entier, certains ont quitté les maquis pour y aller. Cabral, quitté les maquis de Guinée pour aller à La Havane pour débattre. Les indépendantistes antillais faisaient le tour parce que la France les bloquait. Donc on fait quasiment le tour du monde pour revenir à la Havane, etc. Bref, ils étaient tous réunis là. Et la conclusion de la tricontinentale, ça a été de dire, il faut soutenir la lutte de tous les peuples qui se battent contre le colonialisme, contre l'impérialisme, il faut les soutenir. Mais parmi toutes ces luttes, certaines, par leur emplacement géographique, par leurs enjeux internationaux, ont une place stratégique. Ils appelaient cela les questions brûlantes. Et ils en avaient ciblé 3. On est en 66, nous sommes en 2025. Ils en avaient ciblé 3. Premièrement, le Vietnam. Et donc avec un appel à la solidarité mondiale et à accélérer la mobilisation, etc. Et on a eu ce formidable mouvement de soutien à la lutte du peuple vietnamien qui a concerné tout le monde entier, etc. Et qui a été un des facteurs de la victoire des Vietnamiens. Secondo, vous avez deviné, l'Afrique du Sud. Et on a eu également ces mêmes dynamiques. Et la troisième question brûlante, c'était déjà la Palestine. Eh bien, pour la Palestine, on n'a pas eu cette mobilisation qu'on a réussi à construire pour le Vietnam et pour l'Afrique du Sud. Eh bien, faut juste s'y mettre maintenant. Allons-y. Merci. D'abord sur la question sur la dimension des pays arabes. Je pense qu'il faut vraiment être lucide. Il faut abandonner des espoirs qui sont des espoirs idéalistes. Les pays arabes n'ont jamais été dans une solidarité solide avec la question palestinienne. Les peuples, oui, mais pas les États arabes en tant que tels. Il y a eu des États arabes à certains moments qui ont été conséquents, mais on peut pas parler des États arabes. Les États arabes n'ont jamais été un soutien sérieux de la Palestine.
Ce qui n'est pas étonnant. En réalité, les dominants, lorsqu'ils vont à la conquête du monde, ils sont appuyés sur qui? Au moment de l'esclavage, puis après au moment de la colonisation. Ils ont tenté de trouver des autorités locales sur lesquelles s'appuyer. Et donc il faut à chaque fois regarder, État par État, quelle est sa politique, et c'est ça qui va te permettre de comprendre pourquoi il a telle ou telle attitude. Dans l'histoire du sionisme et de la création de l'État d'Israël, on a à différentes périodes des attitudes qui sont des attitudes d'États arabes qui sont anti-palestiniens. Ce que les Britanniques appelaient par exemple, après la solution hachémite. Donc ce qu'ils appelaient la solution hachémite, c'était pour eux une des manières d'avoir des États qui soient des États complices pour eux. Et donc on a donné à 3 membres de la famille hachémite, donc à Hussein de la Mecque et à ses 2 fils, 3 États, à condition qu'ils reconnaissent Israël et qu'ils ne déclenchent pas de soutien au peuple palestinien. C'était ça la condition. En 1948, je le disais, un certain nombre d'armées arabes étaient en guerre contre le nouvel État israélien, mais pas pour le peuple palestinien, pour s'accaparer une partie du territoire. Donc, le terme État arabe, pour moi, ne veut rien dire. Je connais la Syrie, l'Irak, etc. Et pour chacun d'entre eux, donc il faut arrêter de les regarder comme un tout. Il n'y a pas de solidarité naturelle. Il faut regarder chacun des États. Par exemple, oui, aujourd'hui, le Yémen a donné des exemples d'une solidarité réelle. Voilà. Pour les autres, eh bien, on est obligé de constater que soit par peur des réactions des États-Unis, un certain nombre d'entre eux sont conscients aussi qu'ils pourraient être l'objet de déstabilisation. Donc, soit par peur des États-Unis, soit par un lien économique avec les États-Unis, donc pour préserver leur propre profit de classe dominante dans ces États arabes, eh bien, décident de ne pas soutenir le peuple palestinien. Donc, je pense qu'il faut regarder les dimensions d'intérêt. Et c'est pas le cas des peuples. C'est pas le cas des peuples. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est symbolique, qui est l'exemple du peuple marocain. On a quand même là un État qui signe des accords avec Israël, qui devient un des alliés principaux d'Israël aujourd'hui, et on a un peuple qui manifeste tous les jours et qui se fait tabasser tous les jours et qui continue de manifester. Donc, quand on parle du monde arabe, il faut toujours distinguer entre peuples et gouvernements. Et du côté des gouvernements, c'est pas une homogénéité, il n'y a pas de solidarité naturelle, il y a des intérêts en jeu qui vont faire que là, il y a soutien, alors que là, ailleurs, il n'y a pas soutien. Sur la politique étrangère de la France, je crois qu'il faut arrêter de mythifier l'épisode gaulliste. Non pas qu'il soit pas réel, hein, il a été, ce que tu as décrit est réel. Oui, à un moment donné, De Gaulle s'est exprimé pour, en fait, lancer un message au monde arabe en disant « Regardez, je ne suis pas un pro-israélien ». Mais on sait aujourd'hui, et c'est démontré dans un des chapitres, que la bombe atomique en Israël, c'est De Gaulle qui l'a donnée. Ah, c'est l'échange d'un certain nombre de scientifiques israéliens qui ont permis la création de la bombe atomique française en échange, bien entendu, du fait de la fournir ensuite à Israël. Par contre, effectivement, on avait à cette époque-là une bourgeoisie française, qui se posait la question de ses propres intérêts de manière indépendante. Autrement dit, on n'avait pas encore une bourgeoisie qui avait fait un choix entièrement atlantiste, c'est-à-dire de considérer que son avenir est entièrement lié aux USA. Ils étaient en dépendance avec les USA, mais ils avaient la prétention d'être dans une alliance. À partir du début du dernier siècle, et surtout à partir de 2010, c'est très clair. On est devenu un pays qui est complètement dans une logique atlantiste. Mais ça peut changer. Ça peut changer. C'est pour ça que rien n'est joué. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est quand même très intéressant, le retournement de l'histoire. Moi, j'ai été traité de pro-Poutine pendant ces dernières années à cause de la guerre en Ukraine. Et voilà que aujourd'hui, Trump vient dire paix en Ukraine et les Européens, allez vous faire foutre. Et vous allez payer. Et pas payer un petit peu. Vous allez payer des centaines de milliards.
Et dorénavant, la défense européenne, c'est sur votre budget. Alors d'abord, il faut tirer les leçons pour nous. Hein. Ça veut dire très concrètement que la paupérisation en France, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir dans 2-3 ans. Hein. Parce que ça veut dire au moins 2 points d'augmentation du produit, 2 points du PIB qui sont consacrés aux armements. Ça veut dire qu'on va voir la destruction des services publics et l'augmentation de la paupérisation comme on ne l'a jamais connu. Donc ça, c'est le premier élément. En gros, Trump, il dit, maintenant, vous payez l'ensemble des frais. Il le dit d'ailleurs pour Zelensky aussi, hein, de manière très cynique. Il dit à Zelensky, ça a coûté 350 milliards de dollars, les armes qu'on t'a données. Lui qui pensait que c'était un don pour la liberté et pour soutenir 350 milliards de dollars. Je sais que tu les as pas, donc tu as des terres rares. J'ai droit à 350 milliards, l'équivalent d'accès aux terres rares ukrainiennes. Donc je les prends sans les payer. Et il le dit tel quel. Donc on a un Trump qui joue franc jeu. Voilà, je l'aime pas, mais en tout cas il est transparent. Il se peut qu'une des réactions, ça soit des réactions d'autonomie des bourgeoisies européennes. On va voir. D'ailleurs, Macron commence par dire nous on va continuer la guerre. On va voir les réactions. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a eu un changement de stratégie de l'Union européenne et de chacune des bourgeoisies européennes qui a été un choix atlantiste. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a commencé à être effectivement des outils de la stratégie internationale des États-Unis. Le plus grand perdant en Ukraine, c'est pas les États-Unis. Hein. Eux, ils vont récupérer le plus grand perdant, c'est nous. Hein. C'est nous. Si, c'est nous, mais c'est pas nous qui avons décidé, mais c'est nous qui allons payer. Je pense que la question du boycott est encore largement sous-estimée en termes de moyens d'action. Est encore largement sous-estimée parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a déjà des effets. Bien sûr, c'est pas des effets qui mettent à genoux l'économie israélienne, mais il y a des effets. On a réussi à faire partir d'Israël un certain nombre d'entreprises parce qu'ils voyaient que leur chiffre d'affaires était en chute. Donc, il y a des effets. Et l'État israélien, si vous dans certains de ces écrits, indique l'inquiétude du boycott. C'est pour cela qu'ils font pression pour qu'il y ait une répression sur le boycott, et y compris une interdiction juridique. Donc le boycott, nous n'en sommes qu'au début, et je pense qu'il faut vraiment l'élargir. Mais dans le terme BDS, il n'y a pas que boycott. Hein. Il y a sanction, c'est-à-dire pousser effectivement nos États, par le rapport de force, à élaborer des sanctions. Ça, pour moi, c'est un premier axe. Nous avons encore beaucoup de travail à faire en termes de boycott. Je crois qu'il y a un second axe. Il faut que la question palestinienne s'ingère dans les échéances électorales. Il faut faire savoir que la question palestinienne est un des critères, bien sûr pas le seul, un des critères du vote. Il faut interpeller les listes en disant nous allons tenir compte de ça. C'est quoi votre position? Je crois qu'il faut, comme on est dans des pays dans lesquels le pouvoir se joue en particulier au moment des élections, ben il faut que la question palestinienne s'ingère dans les échéances. Et donc il faut dire au moment des échéances que un des critères du choix de tel parti plutôt que tel autre parti, pas le seul parce que il y a d'autres questions, eh bien un des critères c'est la question palestinienne. Je suis obligé de constater, et ça veut pas dire que je suis en accord complet avec eux, que pendant la période que nous venons de vivre, je regrette, la France insoumise a fait le job, en tout cas une partie importante du job sur la Palestine, contrairement à d'autres partis. Ne soyons pas étonnés qu'ils en récoltent des fruits électoraux. Et je pense qu'il faut, pour les prochaines élections électorales, faire peur à tous les partis, en disant, vous allez perdre des voix s'il n'y a pas une transformation de votre position sur la Palestine. Alors, j'en n'attends pas quelque chose de miraculeux, hein. Ça va être sur le long terme, mais je peux vous assurer qu'ils feront attention. Vous savez, il y a quelques années, par rapport je parlais du contexte de fascisation, j'ai revu aujourd'hui des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, hein, donc à Strasbourg. Je sais pas si tu te souviens de notre campagne sur le droit de vote aux résidents étrangers. J'y vote. Très franchement, imaginez qu'aujourd'hui, les résidents étrangers en France, c'est-à-dire les immigrés qui ont une carte de séjour, aient le droit de vote. Vous pensez qu'on aurait le contexte d'aujourd'hui? Mais même le Rassemblement national, pour avoir des voix, ferait attention à ce qu'il dit. C'est d'ailleurs une des raisons de la responsabilité du Parti socialiste et de la saloperie du Parti socialiste
parce que là, il mettait un verrou à l'expression d'un certain nombre de choses. Eh bien, il y a certaines villes dans lesquelles, s'ils veulent avoir des élus, ils sont obligés de faire attention. Aujourd'hui, on peut mépriser toute une partie de la population sans conséquence. Eh ben, je pense que il faut faire de la Palestine aussi une question. Si vous ne clarifiez pas votre position, nous voterons contre vous. Oui, je voulais juste apporter aussi des éléments de réponse sur la stratégie aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça dépasse le cadre juste de la Palestine. Il faut bien voir, et toutes les alertes qu'on a sont évidentes, que ce soit la guerre en Ukraine avec la Russie, que ce soit la guerre des États-Unis directement avec la Chine, le risque de guerre internationale est majeur. Et la question n'est pas de savoir s'il y a des États sympas ou des États pas sympas, etc. La question pour nous est de casser ce plan impérialiste qui veut récupérer, quelles que soient les analyses qu'on ait, et qu'ils ne doivent pas nous entraver dans cette mobilisation générale contre la guerre, parce qu'ils vont nous la vendre, la guerre. Ils vont nous vendre l'invasion de l'Iran au nom des droits de la femme. Mais qu'on regarde ce qui s'est passé à chaque fois que les impérialistes ont envahi pour mettre la démocratie en Libye. Elle est pas mal, la démocratie en Libye. Je sais pas si vous avez vu un peu le résultat. C'est un succès total. Si on voulait démocratiser l'Irak, 500 000 morts. Et comme était le projet des généraux américains, on a ramené l'Irak à l'âge de pierre. C'était ça leur objectif. Des gens n'ont pas l'eau courante. Des gens sont morts parce qu'ils n'ont pas eu accès à des médicaments, etc. Et que, en tant que progressiste, on a à développer ce mouvement général parce que toutes les analyses, au moins, en tout cas je l'espère, sont convergentes sur un point, c'est que le capitalisme en temps de crise est prêt à tout pour reprendre des marges, est prêt à détruire des millions de personnes, est prêt à raser totalement des pays pour pouvoir revenir sur ses biens. Et il faut pas être très philosophe pour s'apercevoir que la classe ouvrière, le prolétariat et l'ensemble des gens qui vivent ici n'ont aucun intérêt à la guerre. Nous ne sommes pas d'assaut. Hein. On ne va tirer aucun subside. Si nos enfants ou nous-mêmes, nous allons mourir à la guerre, nous allons souffrir de la guerre et c'est tout. Il nous faut effectivement nous retrouver, discuter et effectivement partager nos analyses, mais pour pouvoir enfin redévelopper un mouvement de la paix suffisamment large et important pour qu'il puisse impacter notre propre impérialisme. Le traitement médiatique a été scandaleux. Je prendrai juste quelques exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui sont la manière, par exemple, dont on a diffusé les médias mensonges sur le 7 octobre. On vous a menti de manière massive sur le 7 octobre. Premier mensonge qui a été diffusé et il n'y a pas eu de démenti après. Parce que, imaginons que les journalistes se trompent, ok, mais on dément au moins après. Qui a été 40 bébés décapités. Ça a été diffusé à longueur d'antenne. Quand le mensonge a été dévoilé, il y a eu silence, on n'est pas revenu dessus. Dans la tête de plein de Français, il y a cette idée qu'il y a eu 40 bébés décapités. Les journalistes du New York Times se sont révoltés contre leur direction, un des principaux journaux d'un grand pays impérialiste, parce que il n'y avait pas de démenti de ce qui avait été écrit auparavant. C'est quoi la décapitation d'enfants? Parce qu'on peut dire les journalistes ne savaient pas. Mais après, on peut s'intéresser à quel est le contexte qui explique pourquoi ça prend cette forme-là. C'est quoi la décapitation d'enfants? C'est Daesh qui décapite. Il s'agissait, pour le français moyen, pour l'anglais moyen, de les amener à considérer que Hamas égale Daesh. Tous les musulmans, c'est la même chose. Alors que, bien entendu, on ne parle pas des mêmes organisations ni des mêmes idéologies. Et là, et c'est une campagne médiatique qui est menée en Israël. Il y a des affiches en Israël dans lesquelles on voit un membre de Daesh en train d'embrasser sur la bouche un membre du Hamas.
Alors que c'est d'un mensonge historique faux, puisque Hamas a viré militairement Daesh de Gaza. Parce que Daesh, c'est un mouvement ultra-réactionnaire, Hamas, c'est un mouvement anticolonial. Donc, c'était pas du tout la même chose. Secondo, on vous a présenté l'histoire des femmes violées. Il y aurait eu le 7 octobre des dizaines de femmes violées. On sait aujourd'hui que c'est un mensonge. On sait aujourd'hui que quand l'enquête qui a été menée par un journaliste anglais qui a été d'aller rechercher tous les témoignages, il y a un témoignage de femme. Tout le reste, c'est des témoignages d'hommes. Et donc, et dans ces témoignages, même le journal Haaretz dit, donc, là, on a affaire à du mensonge qui est mis en avant. Ce qui est logique. La stratégie du 7 octobre, c'était quoi? Visibiliser que l'armée israélienne n'était pas invincible. Il fallait donc taper vite, fort, etc. Pour cela, t'as pas le temps d'aller violer, etc. Et donc, on est sur un mensonge complet. Et ça aussi s'est passé dans les médias de manière tranquille. La question du traitement des otages. On a les témoignages des otages maintenant qui commencent à arriver. Dans lesquels ils vous disent, mais nous, on a été traités, c'est pas vrai qu'on a été battus, c'est pas vrai qu'on a été, etc. En réalité, le 7 octobre avait un objectif. Obtenir pour la morale du peuple palestinien, obtenir que Israël libère un certain nombre de ce que moi j'appelle des otages. Des otages palestiniens en prison. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est un bon indicateur de ce traitement médiatique. Vous avez vu l'affaire de France Info. Un journaliste, je crois que c'est France Info, hein, un journaliste de France Info a le malheur de se tromper dans son... Pas de se tromper, il se trompe pas. Il y a un lapsus et il dit, il y a eu des otages palestiniens qui ont été libérés. Dans l'heure, il y a un représentant de la majorité qui intervient. La chaîne, la rédaction de France Info s'excuse auprès des éditeurs en disant c'est le journaliste qui s'est trompé, on va le virer tout de suite. Donc on voit bien, pour ceux qui pensent qu'il y a un traitement médiatique, on est sur une imposition d'un narratif et nos médias malheureusement ont contribué à diffuser le narratif dominant. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Saïd, merci à vous d'être venu.